Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. Il constitue un élément essentiel dans la riposte au Covid. Le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann a été inauguré par le chef de l'État. Le SMIT, doté de matériel de dernière génération, est bâti sur plus de 8000 hectares. La RTS a lancé ce jour un projet inédit, le musée de l'audiovisuel, une initiative de la Direction générale pour valoriser tout un patrimoine matériel et immatériel. Le Sénégal perd un soldat de la République. Le général Mamadou Niang n'est plus militaire. Il a su montrer ses compétences au ministère de l'Intérieur. Retour sur son parcours dans ce journal. Rétrospective 2020, nous reviendrons sur les faits marquants dans le domaine de la culture et sur l'international. La rétrospective, ce sera avec Anne-Marie Gomis. Bienvenue à tous. Le président de la République a inauguré aujourd'hui le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. Le SMIT constitue une réponse appropriée face aux différentes problématiques posées par la pandémie de Covid-19 et renforce ainsi le dispositif sanitaire du Sénégal en pleine période de lutte contre le coronavirus. Aboubakry Kane. Le SMIT, service des maladies infectieuses et tropicales, vient renforcer le dispositif sanitaire, surtout en cette période de pandémie. Un nouveau service respectant les plus hauts standards, un rêve du professeur Seydi qui se réalise. Nous avons marché sur le chemin de notre rêve, qui est devenu réalité plus rapidement que prévu. Car par la grâce de Dieu, nous avons rencontré sur notre chemin son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. En effet, son soutien a été décisif dans la concrétisation de notre rêve. Un service d'infectiologie de référence en matière de soins, de formation, de recherche et d'expertise dans le domaine des maladies infectieuses. Un bel exemple de partenariat public-privé, un modèle de mécanisme de financement innovant. La pandémie a mis en évidence la nécessité pour nos pays de disposer de plusieurs mécanismes innovants pour le financement des systèmes et services de santé. Construire ce service a nécessité des sacrifices immenses. Mais ces sacrifices seraient encore beaucoup plus immenses sans l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui mérite notre profonde gratitude et notre reconnaissance infinie. Nous magnifions son important soutien financier, ainsi que son accompagnement et ses conseils avisés. Mais nous devons à la vérité de mentionner clairement que les valeurs humaines dont Monsieur le Président de la République a fait montre à notre endroit ont encore plus de valeur pour nous que n'importe quel soutien matériel ou financier. L'amélioration des performances de notre système de santé, le président de la République en fait une priorité. Et cela passe par la réalisation d'infrastructures sanitaires modernes à la hauteur de nos ambitions de souveraineté médicale. La pandémie qui tient la planète entière en laisse depuis plusieurs mois, voire une année, montre la pertinence de notre stratégie d'investissement dans la santé. Lorsque cette année, nous avons eu les premiers cas Covid, j'ai vu également certaines organisations internationales qui voulaient soustraire leurs agents de l'hospitalisation dans nos établissements publics de santé. Je savais que leurs craintes étaient fondées, ce n'était pas inhumain. Donc il fallait un cadre. C'est pourquoi lorsque le professeur Seydi m'a parlé, je lui ai dit, allez le plus loin possible, peu importe les moyens. Mais faites en sorte que ce centre qui sortira de terre, d'abord qu'il puisse sortir de terre avant la fin de l'année, et il a réussi ce pari, il faudrait l'en féliciter. Mais surtout, faites un centre ultramoderne qui réponde aux meilleurs standards internationaux. Cela aussi a été le cas. Un projet fruit de l'esprit d'initiative et de la détermination du professeur Seydi, chef du SMIT de l'hôpital Fann. Par cet engagement altruiste, civique et patriotique, si rare de nos jours, vous rappelez à la face du monde qu'au-delà de l'acte de soigner, la médecine est avant tout une expression d'humanité à l'endroit du patient et au service du bien commun. Je devine que la tâche a été ardue,
C'est normal, difficile est le chemin. Votre mérite n'en est que plus évident, car selon une vieille sagesse, plus grand est l'obstacle, plus grande est la gloire à le surmonter. Un service public relève avant tout de la responsabilité de l'État qui a participé à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA et qui n'entend pas en rester là. Votre souhait, c'est de voir ce centre se perpétuer. Nous savons construire de belles choses, mais nous ne savons pas assurer la maintenance. Et ça, c'est un défi. Il faut qu'il y ait des budgets de maintenance dans le budget de l'hôpital. C'est évident. Puisqu'un matériel, il se renouvelle, il s'entretient. C'est pourquoi je salue l'idée d'une fondation qui va accompagner justement les pouvoirs publics, l'hôpital. Avec le rayonnement de l'expertise sénégalaise, il est attendu de cet établissement de meilleures conditions d'accueil et de travail. Un centre qui, aux yeux du président Macky Sall, mérite de porter le nom du professeur Seydi. Le président Macky Sall a donc inauguré aujourd'hui le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. À l'occasion, le chef de l'État a renouvelé son appel à la vigilance, à la responsabilité et au respect des mesures barrières pour gagner la bataille contre le Covid-19. Cela fait suite à la recrudescence des cas positifs, notamment ceux issus de la transmission communautaire. Le chef de l'État invite les Sénégalais à redoubler d'efforts pour soutenir le combat du corps médical. Aboubakry Kane. Le service des maladies infectieuses et tropicales de Fann est un des bastions du combat contre la grave pandémie. Endroit privilégié pour renouveler l'appel à la population sénégalaise, le président Macky Sall invite à la vigilance, à la responsabilité et au respect des règles de prévention contre la Covid-19. Ces règles ne sont pas prescrites du simple bon vouloir des pouvoirs publics, mais sur la base de recommandations médicales venant d'experts les plus qualifiés dont les avis font autorité en la matière. À tous ceux qui continuent d'ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct du masque, de ne pas observer la distanciation physique et pire, de nier l'existence même de la Covid-19, je veux dire ceci. Vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées. Pensez aux malades et à leurs souffrances. Pensez aux guéris qui gardent encore dans leur chair les séquelles de cette terrible maladie. Au front de la lutte, le corps médical fait de son mieux. Mais pour le chef de l'État, il ne peut à lui seul gagner le combat. En atteste la hausse des cas positifs, des cas graves et des décès. Notre victoire ne pourra être que collective. C'est pourquoi je renouvelle mon appel à la vigilance et à la responsabilité de tous pour le respect strict des gestes barrières, le port correct du masque, le lavage fréquent des mains, la distanciation physique et la restriction des déplacements et rassemblements non nécessaires. C'est par ces moyens que nous pourrons freiner la propagation du virus et vaincre la maladie. Il y va de la préservation de nos vies et de notre santé. En attendant d'avoir accès au vaccin, la prévention reste pour nous le seul moyen d'éviter la propagation du virus. Bâti sur plus de 8000 hectares, le service des maladies infectieuses et tropicales est doté d'équipements de dernière génération. Le président Macky Sall a d'ailleurs visité les locaux, visite guidée avec Oumar Nying. C'est l'un des services des maladies infectieuses les plus modernes du monde. Bâti sur plus de 8000 mètres carrés, le SMIT de Fann est construit sur rez-de-chaussée, plus 2 étages. En plus des services d'accueil, d'orientation et de consultation,
une hospitalisation d'une capacité de 70 lits avec des aménagements modernes, comme ici dans la salle de réanimation. Alors, cette réanimation, vraiment, c'est une réanimation de dernière génération. Et je remercie beaucoup l'architecte parce qu'il a été au courant avant nous. C'est lui qui m'a informé de ça. Parce que ça, le système de réanimation existe juste depuis 2020, cette année. Un système dit réversible. Vous pouvez transformer, grâce à un système informatique, cette réanimation en espace à pression négative. Et en fonction des besoins, vous allez décider est-ce qu'elle reste sous pression positive ou négative. En fait, c'est un outil informatique qui montre la pression chaque fois qu'on le gère par le clavier qui est à l'entrée là-bas principal, qui gère l'ensemble des 5 chambres. Aujourd'hui, le service des maladies infectieuses et tropicales de Fann apporte une réponse face aux différentes problématiques posées par le Covid-19. Ici, un congélateur moins 80 degrés. Exemple type dans un contexte de débat sur le vaccin. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est des choses positives. C'est la rapidité compte tenu de la technologie. Donc, voilà, il faut financier. Il ne faut pas qu'on invite. Voilà. Il y a 3 facteurs qui ont fait qu'en moins d'1 an, on a fait un vaccin. Un, c'est la technologie. Le Covid a pu bénéficier de tout ce qui existait avant. Une technologie extraordinaire. Les smartphones, téléphones n'existaient pas. Donc la médecine également. Deuxièmement, c'est l'investissement financier colossal. Et troisièmement, c'est l'existence d'un comité scientifique indépendant international dont nous faisons partie, qui évolue chaque étape. Le Sénégal fera le meilleur choix, rassure le président Macky Sall, en cohérence avec ses installations modernes comme le service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, réalisé entièrement par l'expertise locale. Une fierté pour le président Macky Sall qui félicite le professeur Seydi et ses partenaires, ainsi que les personnels de santé mobilisés qui contribuent avec ce joyau à la sécurité sanitaire de notre pays. Le président Macky Sall a donc inauguré ce matin le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. Tout autre chose, la RTS a lancé cet après-midi le musée de l'audiovisuel, le projet RTS Art, une initiative de la Direction générale pour valoriser tout un patrimoine matériel et immatériel. Daïda Dia qui suit cette cérémonie pour nous. Bonsoir Daïda. C'est une cérémonie portant sur un projet plutôt inédit. Bonsoir Rouguietouba. Alors aujourd'hui, RTS a effectivement inauguré son musée, donc le musée qui regroupe presque l'histoire audiovisuelle de la RTS revisitée. Donc ici, dans cet hall où il y a l'exposition, on peut voir les grands noms de ceux qui ont fait la télévision, les femmes et les hommes qui ont fait la télévision, mais aussi le matériel qui a servi donc à faire de la télévision. Tout à l'heure, la cérémonie a été lancée donc par le ministre de la Culture, Monsieur le ministre de la Culture, avec qui nous sommes actuellement en direct. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez présidé donc ce lancement donc de RTSA, mais aussi du musée de la RTS. Comment est-ce que vous voyez une initiative comme ça? Vous avez eu l'occasion de voir tout ce qui a été exposé ici. Vos premières impressions? D'abord, moi, je tenais à féliciter chaleureusement le directeur général de la RTS avec l'ensemble du personnel ici réuni. Remercier par la même occasion notre brillant plasticien Khalidou Fassé, le directeur artistique. Vous savez, aujourd'hui, on nous a plongé dans notre passé. Aujourd'hui, l'histoire du Sénégal est liée. L'histoire de la RTS est liée à l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, encore une fois, tous les techniciens ici qui ont travaillé dans le passé, qui ont fait l'histoire de la radio, qui ont fait l'histoire de la télévision, avec tout ce matériel, je crois que ça, c'est quelque chose à saluer pour mettre à la disponibilité du public toute l'histoire de notre passé en radio et en télé. Alors au-delà, RTS va lancer aussi RTS Art avec d'autres partenaires, son voisinage immédiat. Le ministère de la Culture va-t-il appuyer cette initiative? Je serai à l'image du président de la République, qui est le premier protecteur des arts et des arts, et toute initiative aujourd'hui qui vient bonifier, qui vient faire vivre notre culture, notre histoire, je pense que je serai le premier support.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie et mes encouragements. Alors, nous avons aussi Khalidou Kassé, qui vient nous rejoindre aussi. Khalidou Kassé est partenaire donc de la RTS. Il a réalisé donc cette exposition que vous voyez là sur le hall de la RTS. Alors, monsieur Kassé, merci d'avoir appuyé cette initiative de la RTS. Mais monsieur Kassé, après avoir vu cette exposition terminée, on vous a vu pendant plusieurs jours travailler durement pour mettre en place tout cela. Quels sont les premiers sentiments qui vous animent? Les premiers sentiments qui m'animent et qui nous animent d'ailleurs généralement, c'est un sentiment de satisfaction. De satisfaction dans la mesure où nous avons le directeur général Racine Talla a rêvé, il a une vision, il nous l'a confiée, nous l'avons matérialisée. Et je pense que c'est important de saluer la mémoire aujourd'hui, de reconstruire la mémoire et de revaloriser la mémoire. Aujourd'hui, nous sommes très contents et très fiers. Non seulement la population a répondu favorablement à notre invitation, mais autre part aussi c'est la découverte, l'émotion. Nous avons vu des gens aujourd'hui qui échangent. Vous regardez autour des œuvres, des photos, des voix, des visages, des noms, des traces, c'est ce qu'on avait dit. Mais aussi des objets qui aujourd'hui ont une seconde vie. Ces objets-là ont été utilisés par des personnalités dans leur domaine et qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Je pense qu'il fallait les revaloriser et rendre hommage à ces personnalités-là. Et je pense qu'il faut saluer véritablement la vision du directeur général Racine Talla, qui a une vision extraordinaire et qui sera marquée dans les annales de l'histoire. Parce que c'est la première fois, en tout cas moi, à ma connaissance, après 40 ans de parcours, de voir qu'ils ont créé un musée de la télévision, de l'audiovisuel, le musée de la RTS, et qui certainement va faire tache d'huile. Et seulement c'est l'embryon du musée qui est lancé, mais en réalité c'est RTSR, un projet plus global, qui va contenir l'aménagement de tous les espaces urbains qui sont autour de nous et tous les voisins. C'est simplement réenchanter notre environnement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si les gens vont à Paris ou à Berlin ou aux États-Unis, c'est parce que les espaces sont magnifiques. On peut en faire ici, faire de sorte que nos espaces soient magnifiques, agréables et fréquentables. Alors, c'est une première exposition. Vous aviez lancé un appel aux populations pour qu'ils amènent leurs objets, les photos, etc., qui permettent d'alimenter ce musée-là. Où est-ce que vous en êtes avec le projet? Les réponses ont été très positives. Et franchement, nous avons eu de très belles contributions. Parce que tout à l'heure, il y a des invités qui sont venus avec des objets, avec des éléments. J'ai dit, mais c'est extraordinaire parce qu'ils ont voulu construire avec nous ce musée, cet esprit, cette idée. Et ça continue parce qu'on a eu des appels de partout parce qu'il y avait un numéro qui était affiché et les gens appelaient pour véritablement alimenter ce contenu-là. Et après, par exemple, cette étape, qui est véritablement la seconde étape de la célébration des 40 ans du parcours artistique, parce que c'est de là où tout est parti avec la vision du DG. Maintenant, nous allons à la troisième étape, c'est passer à l'embellissement de tous les espaces que le DG nous a confiés et nous le ferons avec le plus citoyennement possible. Le plus citoyennement possible. Alors ici, je vais aussi avoir, il y a beaucoup de gens qui ont répondu aujourd'hui à l'appel de la RTS. J'ai vu Amélie Mbaye, Télésprikine, aujourd'hui grande actrice de cinéma, mais aussi beaucoup d'autres noms qui sont passés ici à la RTS et qu'on retrouve dans cet espace muséal. Alors, je vais aussi introduire Dr Nafissatou Diouf. Dr Nafissatou Diouf a travaillé avec le directeur général. Elle a été donc l'envoyée du directeur général. Elle a vu ce bébé naître et aujourd'hui, le musée a vraiment vu le jour. Alors, Dr Diouf, vos sentiments d'avoir ce musée-là en place avec cette première exposition? Merci beaucoup Naïda et bonsoir aux téléspectateurs de la RTS. C'est un sentiment teinté évidemment de fierté, mais aussi un sentiment teinté de beaucoup d'émotions, mais aussi de beaucoup de responsabilités face à ce qui nous attend. Parce que comme vous le savez, le musée de la RTS aujourd'hui donc a démarré, j'allais dire, les travaux ont démarré sur les chapeaux de roue. Et donc, il nous faudra maintenir la cadence. Et évidemment, ce sera un travail de longue haleine, mais on ne peut qu'être fier justement de faire partie de cette belle aventure qui ne fait que commencer, Inch'Allah, parce que comme l'a si bien dit et le dit toujours si bien M. le directeur général de la RTS, M. Racine Talla, c'est tout simplement un devoir de mémoire
et qui parle de mémoire parle d'histoire, mais comme il le dit si bien, l'histoire ce n'est pas le passé, l'histoire c'est le présent. Donc nous sommes en train de construire le présent pour les générations futures et vous imaginez justement toute l'immensité de la tâche, mais comme je le disais, c'est sans compter sur j'allais dire l'engagement d'abord des travailleurs de la RTS parce que c'est un travail de longue haleine, mais aussi des anciens de la RTS qui avec l'aide de Dieu, sont toujours là, mais aussi effectivement aussi de professionnels, à l'image du partenaire Khalidou Kassé qui, dès les premières heures justement de ce projet, a bien voulu nous accompagne, mais aussi avec de grands professionnels comme le docteur El Hadj Malick Ndiaye, directeur du musée Théodore Monod d'art africain. Docteur El Hadj Malick Ndiaye qui est là d'ailleurs, et j'aimerais bien discuter avec lui du thème de cette première exposition. Karala. Alors, docteur El Hadj Malick Ndiaye, Karala, le thème, qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Karala, en Wolof, renvoie aux technologies, aux instruments. Karala, donc, c'est Karala. Karala. On peut même s'aventurer à tenter de découvrir l'origine du mot. Khar, c'est comme si on décortiquait quelque chose, c'est comme si on cassait la noix pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir de là, on peut oser imaginer l'importance du mot Kharala, qui n'est pas seulement que technologie, mais qui est également savoir. Donc voilà un peu le sens du thème. Du mot. Alors on va revenir plus amplement sur le thème de cette exposition Kharala dans nos prochaines éditions. Alors voilà, le musée de la RTS lancé, beaucoup de noms, El Hadj Mansour Mbaye, beaucoup de grands noms qui ont fait la télé et la radio étaient donc présents. À vous, Roguia Touba. Merci beaucoup Ndeye Aïda Dia. Et au lancement du musée de la RTS, le directeur général Racine Talla Empêché a été représenté par le directeur de la radio, Michel Diouf, est revenu sur les objectifs du musée de l'audiovisuel. Voici un extrait de son discours. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue chez vous parce que la RTS, c'est la maison de tous et pour tous. Ici, depuis 81 ans, pour la radio, 48 ans pour la télé, se sont côtoyés et se côtoient encore des hommes, des femmes, des visages, connus ou inconnus, des voix, de belles voix. Ici, se croisent depuis toutes ces années des destins, des itinéraires, des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Et c'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont précédés dans la maison du Seigneur. Ceux-là qui ont fait les beaux jours de cette maison, qui ne sont plus, certes, des nôtres, mais que nous gardons quelque part enfouis dans nos cœurs. Parce que nous avons un devoir de mémoire vis-à-vis d'eux. Nous n'avons pas le droit de les oublier pour tout ce qu'ils ont fait pour la RTS. Le musée de l'audiovisuel, la RTS, une belle initiative, un devoir de mémoire, une sauvegarde du patrimoine de l'audiovisuel public, acteurs culturels, anciens, agents, et on se souvient des plus belles pages de l'histoire de la RTS. Voici quelques réactions recueillies par Fatou Diouf. La RTS, c'est un passé, c'est une histoire, c'est un demi-siècle d'audiovisuel. Et quand vous avez comme ça un cursus long et riche, c'est source d'enseignement. C'est une source inépuisable d'enseignement. Pas seulement sur l'évolution de l'audiovisuel, on l'a vu, hein, on part de 1 pouce au numérique, en passant par d'autres systèmes. Mais enfin, c'est aussi des enseignements sur l'humain, des enseignements qu'il faut tirer sur la société. Nous avions travaillé sur la société aussi. Et ça, c'est très important. Cette maison, c'est la maison des Samba Diabaré Samba, des Hadj Mansour Mbaye, que j'ai appelé tout à l'heure, des Alassane Ndiaye Alou. Vous voyez, c'est une école, la RTS.
et je suis très fier d'être là aujourd'hui. Dans ce hall, je suis ému. Je suis très ému de voir tout ce qui m'entoure, toutes ces machines avec lesquelles nous travaillions dans des conditions parfois très difficiles, mais que nous surmontions toujours, parce que nous avions le cœur à l'ouvrage. Nous avions le cœur à l'ouvrage, puisqu'il nous fallait être très créatifs, très créatifs, pour pouvoir avoir quelques trucages, quelques montages d'effets spéciaux avec des machines avec lesquelles il fallait jongler. Maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus facile. Avec un ordinateur, j'allais dire, quelques logiciels, on obtient 1000 fois mieux en 1000 fois moins de temps. Les choses ont avancé et continuent d'avancer. Et c'est une excellente idée que le directeur général de la RTS et ses collaborateurs ont eu de mettre en place un musée où nos enfants, nos petits-enfants pourront voir les outils avec lesquels leurs parents travaillaient, s'exerçaient. Je suis venu à la RTS dans les années 80, juste au moment où, quand je suis rentré d'Europe. Et j'ai eu une émission de radio d'abord et ensuite de télévision. Donc j'avais 5 émissions par semaine et une émission de télévision. C'était pas facile à gérer tout ça. Mais ça a été véritablement une passion pour moi. Et je l'ai vécu avec beaucoup d'enchantement. C'est vrai, c'est un métier difficile. C'est pourquoi la nouvelle génération doit faire preuve de patience et d'être humble. Parce que c'est un métier qui n'est pas simple. Il faut avoir l'amour de ce métier-là et d'approcher aussi les vieux, parce qu'ils sont encore là, ceux qui savent. Nous sommes à la RTS, qui est un patrimoine de notre pays, qui est un patrimoine en ce sens que il a accompagné la naissance du Sénégal. Il était là à l'époque coloniale déjà, il a accompagné la naissance du Sénégal. Il a été un lieu d'histoire, où l'histoire s'est réalisée, l'histoire s'est faite, avec des hommes et des femmes de talent, issus d'horizons divers. Et c'est une maison qui s'est intéressée au Sénégal des profondeurs, à ce qu'il a été il y a longtemps, mais il a participé à sa construction progressive. En ce sens, avoir un musée de la RTS, c'est vraiment reconstruire notre pays, rappeler la mémoire de ce pays et permettre à ceux qui sont là et à ceux qui viendront d'avoir une lecture assez particulière de cette histoire à travers cette maison. Mais cette maison, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des documents, ce sont des appareils. C'est tout un ensemble de choses qui ont évolué dans le temps et dans l'espace. Mais la permanence, c'est ça qui fait la force. Je l'apprécie très bien, le fait d'avoir cette idée de faire cette exposition. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai en face de moi un ancien reporter de Lamb, Tafanyaï. J'ai beaucoup de gens qui sont derrière moi, tu vois. C'est une très belle exposition. Je vois une caméra que les gens ne connaissent même pas. Il y a un caméraman qui me demande tout de suite quelle est cette caméra. Je dis, bon, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça très bien. Si je trouve quelque chose d'extraordinaire chez moi, une photo qui date des années 72, 73, 74, ben, je peux l'amener ici pour embellir, pour augmenter un tout petit peu l'ancienneté de la maison. Mieux vaut tard que jamais, c'est bien. Alors, il fallait le faire longtemps, mais parce qu'il y a des caméras qui n'existaient pas. Ici, dans le truc, la Coutan, la Beaulieu, la Reflex, qui ont existé, et le laboratoire avec les révélateurs, premiers révélateurs, deuxièmes révélateurs, qui ne sont plus là. Alors, on a commencé la télévision en 112, et en 80, il n'y a plus de noir et blanc, il n'y avait que la couleur. Voilà. Maintenant, oui, beaucoup de souvenirs d'ailleurs. On a passé du Vidicon à l'Orticon en passant par le Plompicon. Et maintenant, ces caméras n'existent plus. Maintenant, c'est le numérique. Autrefois, tu peux peser 5, 15 kilos, 16 kilos sur ton épaule pour frayer des passages entre les conférences, les meetings et consorts. Maintenant, c'est fini. Je suis vraiment très, très touché de tout ce que j'ai vu. Je suis là depuis 16 heures de l'après-midi. J'ai pu voir vraiment des visages évidemment
que je connais très bien, parce que la RTS, et puis voir tous ces visages, tous ces emblèmes, tout ce matériel des temps de notre indépendance à aujourd'hui, en 2020, je suis très très fier et très heureux d'appartenir à cette famille-là, parce que j'en fais partie. Bien sûr, tous ces visages-là, je les connais, parce que j'ai vécu des moments fantastiques dans ces années-là avec eux, avec la RTS en face du Théâtre National Daniel Sorano. C'est magique, c'est magnifique de voir toutes ces têtes-là, d'avoir cette émotion-là, c'est-à-dire, j'ai comme l'impression que je fais partie de ces gens-là, de cette histoire. Il y a un bonheur, un parfum que je ressens à travers mes narines, à travers ma mémoire. C'est fantastique. Bravo et tous mes respects, mon admiration à Racine Talla. Vraiment ça. Et directeur, chapeau, hein, beaucoup de respect. Voilà, des acteurs culturels et nos aînés qui ont assisté cet après-midi au lancement du musée de l'audiovisuel de la RTS. Dakar s'est paré de ses plus beaux atours lumineux. Les illuminations deviennent une attraction et traduisent l'esprit de fête de fin d'année malgré la pandémie de Covid-19. Le reportage de Ibrahim Adong. Magnifique. Une belle vue, un décor scintillant. Les grandes artères de la capitale brillent. Désormais, se promener rime avec shooting, place de l'Indépendance. Ici, Papa Noël souhaite la bienvenue à ses visiteurs, même s'il n'a pas de cadeau à donner. Je suis venue avec mes amis et nous en avons profité pour prendre des photos. Nous sommes vraiment très contentes. Les rassemblements sont interdits, donc c'est mieux de venir par petits groupes. C'est magnifique, c'est magnifique. Si vous voyez les décos, en fait, c'est beau, c'est très beau. Bon, oui. Et bon, ça fait plaisir de voir les décos ici. Je suis là avec des amis, nous sommes là pour un peu immortaliser le moment, prendre des photos et tout ça. Okay. Par petits groupes, entre amis ou couples, ils viennent tous passer de bons moments tout en immortalisant des instants de souvenir. Le tout dans le respect des mesures barrières. Il y a la maladie qui est là, c'est une obligation. Bon, peut-être d'ici l'année prochaine, on pourra fêter ça comme les autres années passées. Mais bon, pour le moment, on va rester chez nous, de fêter ça ensemble, c'est le mieux à faire, pour respecter les mesures de barrière, bien sûr. Roguiatou vient de la Guinée-Conakry. C'est la première fois qu'elle visite le Sénégal. La jeune dame est déjà tombée sous le charme du pays. J'adore vraiment la décoration, c'est vraiment joli. Oui. Comment vous comptez passer la fête de fin d'année? Ah, comme on dit que les plages et boîtes de nuit sont fermées, on va devoir aller au restaurant, c'est tout, avec des amis. Tout. En tout cas, je commence à aimer. Oui. Les Sénégalais sont gentils, accueillants. Normal, c'est ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. Une belle décoration qui n'a de sens que si le cadre est propre. Là-dessus, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides fête la fin d'année à sa manière. La ville est décorée, elle est très belle, machallah. Donc, mais elle n'a de sens que si la ville est propre. Donc c'est pourquoi l'UCG se déploie tous les jours, comme d'habitude. Donc cet effort a été même renforcé récemment, donc avec le lancement du plan de remise à niveau. L'objectif visé, c'est vraiment, donc, avant même l'année 2021, que Dakar puisse être vraiment très propre comme nous l'avons laissé avant l'hivernage. Donc c'est pourquoi donc, plus de 500 jeunes sont déployés nuit et jour, donc dans tous les grands axes un peu de la ville et maintenant même au niveau des quartiers, donc pour que les populations puissent sentir donc, une amélioration nette du cadre de vie. Un meilleur cadre de vie pour un nouvel an qui s'annonce sous de meilleurs auspices. Un défi à relever pour l'UCG. Tout en espérant que ces lumières éclairent davantage la nouvelle année avec beaucoup de cadeaux de Papa Noël.
Rétrospective, c'est en 2020 que le Covid-19 est entré en scène, un coup de théâtre dans le monde des arts et de la culture. De grands rendez-vous culturels et artistiques sont annulés. Les artistes assistent à un triste spectacle. L'économie créative se désagrège. Retour sur des moments dramatiques pour les arts et la culture. C'est dans cette rétrospective signée Fatou Diouf. 2020, un virus a envahi le monde avec virulence. La mystérieuse Covid-19 a mis à genoux toute la planète Terre. Elle a dicté sa loi partout et à tous les secteurs. Elle confine les populations et perturbe les activités humaines. L'agenda culturel et artistique national et international a été chamboulé. Le coronavirus et ses effets ont plongé tous les acteurs culturels dans une précarité extrême. Sans activité depuis plus de 9 longs mois, c'est insoutenable selon la plupart des acteurs culturels. Dès mars, avec l'apparition du premier cas au Sénégal, on a assisté à l'arrêt quasi total de toute activité artistique et culturelle. La recrudescence des cas a occasionné l'annulation des concerts, expositions, festivals, foires, mais aussi la fermeture de tous les lieux de spectacle, musées, galeries, salles de cinéma, hôtels et restaurants. Des rendez-vous culturels d'envergure mondiale ont été annulés. La 14e édition de la Biennale des arts africains contemporains de Dakar, la foire internationale du livre et du matériel didactique, les grands prix du chef de l'État pour les arts et les lettres, ainsi que les rencontres cinématographiques de Dakar. La liste est loin d'être exhaustive. Les conséquences sont inestimables. Ce sont des centaines de millions de pertes financières pour les acteurs culturels. Gravement impactés, mais patriotes et résilients, ils se sont très tôt engagés et se sont joints à l'effort de guerre contre le coronavirus. Les artistes ont produit des messages de sensibilisation sur différents supports. Au chevet des artistes, l'État a débloqué 3 milliards de francs CFA en appui à la communauté artistique. 13 sous-secteurs se sont partagés l'enveloppe selon des modalités bien définies par des comités sous-sectoriels. Malgré cette aide, la culture risque de subir pour longtemps les contre-coups de cette pandémie. Le 30 septembre 2020, les forces vives du secteur se sont mobilisées pour définir ensemble un plan spécial de relance des activités culturelles sur fond de respect des mesures barrières. Quelques dates ont pu échapper à cette situation chaotique qui caractérise l'année 2020. L'adoption en Conseil des ministres du projet de loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Une loi appelée à établir un statut juridique pouvant assurer le développement et l'épanouissement du monde culturel. Ce n'est pas tout. 2020 a été aussi marqué par la célébration des 40 ans de carrière du pinceau du Sahel, Khalidou Kassé, la célébration de l'an 2 du Musée des civilisations noires et de grands événements du 7e art, les festivals Dakar-Court et Image-Vie. L'année 2020 a été éprouvante pour les économies africaines à cause des conséquences de la pandémie de Covid-19. Dans le Sahel, le défi sécuritaire demeure. 2020, c'est aussi une année électorale avec des scrutins dans plusieurs pays. Une année également marquée par la disparition de plusieurs anciens chefs d'État africains. Seydina Lunfal. La contestation qui a fait suite aux élections législatives a été l'événement déclencheur de la crise politique qui a fini par emporter loin du pouvoir l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. 2020, une année tourmentée au Mali, la junte qui a pris les rênes du pays passe finalement le témoin à un président et un premier ministre civil. Une période de transition de 18 mois est ainsi ouverte. Le champ politique africain a bouillonné en 2020. Alpha Condé en Guinée, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ont été réélus pour un troisième mandat. Des élections se sont tenues au Ghana, au Niger, au Burkina Faso, en Centrafrique. La Centrafrique qui a renoué avec les violences menées par des groupes armés qui occupent 2/3 du pays. Ces groupes armés et une coalition de l'opposition avaient exigé le report des élections présidentielles et législatives.
2020, une année qui a mis à rude épreuve les économies africaines. Pour la première fois depuis 25 ans, l'Afrique subsaharienne connaît une récession due à la pandémie de Covid-19. La situation politique en Libye a préoccupé la communauté internationale. Au Soudan voisin, la transition politique s'est poursuivie avec le soutien des États-Unis qui ont levé les sanctions économiques imposées au pays depuis plus de 20 ans. Le défi sécuritaire a persisté en 2020 au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria. Dans le Sahel particulièrement, des attaques terroristes sanglantes ont été déplorées. La force Barkhane a renforcé ses effectifs. Le G5 Sahel poursuit ses coordinations. Les opérations se sont concentrées au niveau de la zone dite des 3 frontières où se rencontrent sans délimitation physique les territoires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Une stratégie qui a donné des résultats. Plusieurs chefs de groupes terroristes ont été tués. En 2020, plusieurs anciens chefs d'État africains ont tiré leur révérence. Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré au Mali, Jerry Rawlins au Ghana, Sidi Mohamedou Ould Cheikh Abdallah en Mauritanie, Mohamedou Tandian au Niger, Pierre Nkurunziza et Pierre Buyoya au Burundi, Daniel Arap Moi au Kenya, Hosni Moubarak en Égypte, Pascal Lissouba au Congo. L'actualité internationale a aussi été marquée par la présidentielle américaine avec la victoire de Joe Biden. Sa colistière Kamala Harris devient la première femme noire à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis. Autre fait marquant, la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes, la tension entre les États-Unis et l'Iran. Moussa Mané. L'événement de l'année reste sans doute la pandémie du coronavirus. Le mot-clé #Covid-19 et ses variantes ont été utilisés plus de 400 millions de fois, faisant sans surprise de la pandémie le fait le plus marquant de l'année selon Twitter. Le deuxième mot-clé, c'est Black Lives Matter, un mot issu du mouvement américain dénonçant les violences policières contre les Afro-Américains. Il a reçu 1,5 million de tweets après la mort le 25 mai de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans. Asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation à Minneapolis dans le Minnesota. Un drame qui avait provoqué de fortes tensions aux États-Unis et partout dans le monde. D'ailleurs, ces deux événements sont devenus des thèmes dans la campagne électorale pour la présidentielle aux États-Unis le 3 novembre. Le président sortant Donald Trump face à l'ancien vice-président Joe Biden. Au lendemain du 3 novembre, la victoire de Joe Biden se dessine. Il l'emporte finalement avec 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Mais ce qui retient l'attention des Américains et de la communauté internationale, c'est sans doute l'arrivée de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis. À 56 ans, cette sénatrice de Californie est la première femme à occuper cette station, mais aussi la première femme de couleur. À travers Kamala Harris, les pensées vont vers Ruby Bridges, cette fille noire de 6 ans qui a brisé les chaînes de la ségrégation raciale à l'école, en étant la première noire à intégrer une école réservée aux Blancs. C'était le 14 novembre 1960. Donald Trump s'en va avec une note satisfaisante dans la diplomatie américaine, puisqu'il a permis aux Émirats arabes unis, Bahreïn, deux monarchies arabes du Golfe, de signer des accords diplomatiques avec Israël. Pour beaucoup d'analystes, ces accords témoignent d'une volonté de contrecarrer l'influence de l'Iran et de la Turquie au Proche-Orient. Les tensions restent encore vives, surtout avec l'Iran, suite à l'assassinat du général Soleimani. L'Iran n'a pas tardé à riposter en lançant une attaque sur une base américaine en Irak. Un martyr selon les Iraniens. Un autre martyr dont la mort suscite l'indignation toujours de l'Iran, c'est celle de l'ingénieur nucléaire, gestionnaire du programme nucléaire de l'Iran. Autre tension notée, c'est celle entre la Turquie et la Grèce. L'affrontement a été évité de justesse grâce à une rencontre virtuelle avec des dirigeants européens. Ankara avait envoyé en Méditerranée orientale un navire pour sonder les fonds marins à la recherche d'hydrocarbures, une zone qu'elle dispute à la Grèce. Si la Turquie avait cherché tant bien que mal à intégrer l'Union européenne, le Royaume-Uni, par contre, vient de signer l'acte de son divorce avec l'UE. 4 années après le référendum, Européens et Britanniques finirent par s'entendre un 24 décembre sur leurs futures relations. Certainement, le Père Noël est passé par là. Un accord intervenu après des négociations qui ont duré dans le temps. Au Royaume-Uni, il a fallu 3 premiers ministres pour en arriver à un accord. À Bruxelles, les institutions européennes ont mis du temps à faire le deuil d'un partenaire difficile, mais de premier plan. Ce soir, dernier jet de la rétrospective 2020 avec Anne-Marie Gomis. Bonsoir Anne-Marie. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir ?
Bonsoir, Rougui à tous. Pour ce dernier numéro, nous parlons des mesures présidentielles dans la gestion du Covid, mais également diplomatie. Nous reviendrons sur la stratégie sénégalaise face à la crise sanitaire. Le président Macky Sall en première ligne dans cette guerre contre un ennemi invisible mais redoutable. Dans ce combat, le plan de résilience économique et sociale a été le marqueur dans la gestion du Covid. Un moment crucial qui n'a pas empêché à notre diplomatie de rayonner, une année ponctuée par l'ouverture et les partenariats, le tout dans le respect et la confiance mutuelle. Merci Anne-Marie Gomis. Rendez-vous après ce journal. Le poisson est-il devenu rare au Sénégal au point que certains évoquent cette raison pour dénoncer l'octroi de licences de pêche aux industriels européens. Ils vont jusqu'à brandir cet alibi pour justifier la recrudescence de l'émigration clandestine par la mer avec des pirogues de fortune. Pour en avoir le cœur net, une de nos équipes s'est rendue à Mbour sur le quai de pêche. L'un des premiers produits d'exportation du Sénégal garde toujours son rang. Le poisson de la mer au marché, c'est un reportage de Ibrahima Diédhiou. Quai de pêche de Mbour. Les vendeurs étalent plusieurs espèces. Certains aident les clients pour écouler leurs produits et trouvent souvent preneurs. L'endroit accueille chaque jour des milliers de personnes. Ici, le marchandage est de rigueur. Pour trouver acquéreurs, ils vont jusqu'à baisser les prix. Les acheteurs viennent de Saly ou des autres localités de la Petite Côte pour se ravitailler. Chaque jour, ce sont des dizaines de pirogues qui débarquent ici leur capture. Ils vont pêcher jusqu'en Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie ou en Gambie. Du poisson frais que les revendeurs s'arrachent pour approvisionner le marché local ou pour l'exporter. Certains évoquent la rareté du poisson et brandissent plusieurs raisons. Il n'y a plus beaucoup de poissons actuellement. Les sardinelles sont de plus en plus rares. Les bateaux de pêche sont à l'origine de cette situation. Alors que c'est l'espèce qui nous aide à capter les gros poissons. Aujourd'hui, on va jusqu'à 60 km, voire 120 pour en trouver. Il y a aussi les filets non conventionnels que certains pêcheurs utilisent, ce qui fait fuir les poissons et après, il est difficile de les rattraper. Parce qu'il y a de mauvaises pêches au Sénégal. La pêche au Sénégal n'est pas bien organisée. Parce que moi, j'ai voyagé beaucoup en Mauritanie. Vous voyez, les gens sont bien organisés, leur mer. On n'a pas le droit de pêcher lavé avec les filets dérivés. Et les filets dérivés, ce n'est pas bien pour la mer. Tu laisses le filet ici et demain tu l'attrapes là-bas, à Joal. Tout ce qu'ils voient ici, ils dégagent, ce n'est pas bien ça. Les bateaux, ils sont gâtés un peu, mais surtout les pêcheurs. D'autres vont jusqu'à proposer leur propre solution. Toutes les voitures là que vous voyez qui ne marchent plus, on le fait, comment on dit, des épaves. On le fait des épaves. Il faut faire toujours des épaves au profond de la mer pour garder les poissons. À Dakar, il y a plein de bateaux, plein de bateaux qu'on a gardés au port. Il faut qu'on le mette aux 45 km de la mer pour des épaves. Après, on fait là-bas des bouches canals pour des interdictions. Pendant ce temps, certains essayent de tirer leur épingle du jeu. Je viens du Bawol. Depuis 1995, je travaille ici. J'ai été pêcheur, aujourd'hui revendeur. Je suis fier de mon travail et je peux gagner ma vie dignement en vendant du poisson, même si aujourd'hui, la ressource n'est pas aussi disponible. Il y a une surexploitation. Si par exemple on se partageait 500 kilos pour 100 personnes, maintenant ces 500 kilos-là, c'est partagé pour 15 000 personnes. Tout le monde ne peut pas prendre comme il faisait avant. Donc, chacun va prendre un peu. Les 80% des mises à terre, c'est la pêche artisanale. Sur la plage, des jeunes déversent la moisson du jour. Les marailleurs et les clients se bousculent pour avoir les meilleurs prix. Le quai de pêche de Mbour, un lieu de convergence par excellence. Des activités connexes liées à la production halieutique permettent aux bonnes femmes notamment de gagner dignement leur vie à la sueur de leur front.
Très animé, l'endroit est une destination de choix pour les camions frigorifiques. Ils collectent le poisson pour aller le revendre dans les autres régions du Sénégal. Mbour étant le point de départ de plusieurs milliers de tonnes de produits tirés de la mer, grâce aux 1500 pirogues répertoriées, sans compter celles qui n'ont pas encore de licence. Le poisson de la mer au marché, un reportage de Ibrahima Diédhiou. L'INEFJA de Thiès sera réhabilité, les conditions d'apprentissage et de formation seront améliorées. Le ministre de l'Éducation nationale l'a réaffirmé ce matin. Mamadou Talla, qui a visité l'établissement, s'est réjoui de l'engagement des enseignants et du personnel administratif. Badesek et Massambatian. Ils manipulent les outils correctement, ils fabriquent des merveilles. Ils participent réellement à la vie économique et sociale de leur pays. Les pensionnaires de l'INEFJA ne demandent qu'une chose, le renforcement de leurs outils de formation et d'éducation. Nous sollicitons un appui en équipement pour faciliter notre travail ici à l'INEFJA. Je suis très contente d'être là. Je travaille ici à l'INEFJA et j'y trouve mon compte. Je lance un appel à mes camarades handicapés à venir ici faire comme moi et à travailler. Ces appels de cœur adressés aux autorités du pays, déjà consignés sur le rapport du directeur, a été bien entendu. Le ministre Mamadou Talla, qui a effectué une visite de site, a rassuré les élèves et le personnel. Grâce à la volonté et l'impulsion du président de la République, conjuguée à votre bienveillance, les difficultés et besoins urgents de l'INEFJA ont été au cœur du Conseil des ministres et des perspectives rassurantes ont été dégagées pour l'accompagnement de notre structure. Nous avons décidé de réhabiliter totalement cet institut. Je suis venu pour voir, j'ai vu, j'ai constaté, des instructions ont été données et on va très vite venir réaliser les transformations nécessaires pour l'Institut l'INEFJA. Merci. Et on viendra, monsieur le gouverneur, commencer à installer, à donner des équipements, à mettre des matelas, mettre des machines à laver, parce que j'en ai vu, au niveau de la cuisine également, des machines pour la cuisine, au niveau de la salle informatique, des ordinateurs, etc. Donc vraiment, incessamment, on va venir le faire et très vite. À l'INEFJA de Thiès, la liste des besoins est longue. Le ministre de l'Éducation nationale a donné des instructions à ses différents collaborateurs, des instructions pour qu'ils mettent les bouchées doubles afin que toutes les orientations données par le président de la République soient satisfaites dans les brefs délais. Le général Mamadou Niang n'est plus. Il est décédé hier à Dakar. Le général Niang a été président de l'ONEL, l'Observatoire national des élections, ambassadeur et ministre de l'Intérieur. Il dirigeait la commission politique du dialogue national. Instituteur dans un village du Fouta, le général Niang avait rejoint l'armée avant de gravir tous les échelons. Rigoureux, méthodique, conciliant et humble, la rédaction du journal télévisé revient sur la trajectoire atypique d'un soldat de la République. C'est avec Amadou Aramtiam. Général Niang, un militaire au service de la République, ça peut être le titre du livre de la vie de général émérite qui a consacré toute son énergie, toute sa rigueur, tout son entregent, toute sa capacité de conciliation à l'instauration de la démocratie dans son pays. Un sacerdoce pour lequel il a mené son dernier combat et rendu son dernier souffle. De Gaol, un petit village perdu dans les confins du Fouta, l'instituteur a arpenté toutes les arcanes de la Grande Miette. Et de Decamps, commandant, chef des opérations, général et sous-chef d'état-major de l'armée, ce natif de Podor où il vit le jour en 1938 est l'un des officiers supérieurs étoilés les plus remarquables de l'armée sénégalaise. Remarquable par sa rigueur et sa trajectoire exemplaire, remarquable aussi par l'impressionnant travail qu'il a abattu sur le plan institutionnel. En le nommant en 1997 président de l'Observatoire national des élections ONEL, le président Abdou Diouf avait vu en lui un homme d'une extrême droiture et un preux soldat habitué des théâtres d'opération que le terrain glissant fait d'antagonisme inconciliable de la politique ne pouvait ébranler. Une confiance renouvelée par le président Abdoulaye Wade qu'il a porté à la tête du département de l'Intérieur dans le gouvernement du Premier ministre Moustapha Niasse en avril 2000. Poste
où il a remplacé un autre général, Lami Cissé, artisan de la première alternance au Sénégal. À ce poste, il a fortement contribué à l'amélioration de la mobilité et des conditions de travail des forces de police. La République sait reconnaître ses dignes fils. Le chef de l'État, Macky Sall, qui l'avait nommé président de la commission cellulaire du dialogue politique, a salué à travers un tweet la mémoire de ce brave soldat qui a servi l'État jusqu'à son dernier souffle. Avec ce décès, le Sénégal vient de perdre l'un de ses plus valeureux soldats, une figure emblématique de notre armée et de nos institutions républicaines. Respect, soldats. Hommage au général Mamadou Niang décédé hier à Dakar. Les chiffres du Covid à présent, 78 nouveaux cas sont répertoriés, 5 décès ont été enregistrés hier, 37 cas graves sont recensés. Les détails avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Eladj Mamadou Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 984 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 26 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 52 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 12 à Kaolack, 6 à Richard Toll, 5 à Saint-Louis, 3 à Podor, 2 à Dakar Plateau, HLM, Mariste, Thiès et Touba, 1 à la cité Keur Gorgui, à Dara, Darou Mousti, Diamniadio, Foundiougne, Guinguinéo, Linguère, Matam, Mbour, Ouakam, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Pété, Point-E, Sacré-Cœur et Sicap Baobab. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce lundi 28 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 806 cas ont été déclarés positifs, dont 17 096 guéris, 395 décédés et donc 1314 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour. Prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin. C'est 1, le port de masque, bien ajusté couvrant la bouche et le nez. 2, c'est le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. 3, c'est le recours précoce aux structures de soins ou de consulter un personnel de santé qualifié dès que vous vous sentez malade. Je vous remercie de votre attention. Des recommandations à suivre. Au terme de leur mission d'observation, l'Union africaine, la CEDEAO et l'OIF ont décerné un satisfecit aux organisateurs des élections au Niger. Le président sortant a lui salué la première alternance démocratique décrétée par le peuple nigérien. Bilan d'une élection apaisée au Niger avec nos envoyés spéciaux Pape Sididia et Abasso. C'est une déclaration à la dimension des enjeux démocratiques que viennent de livrer tous les observateurs du processus électoral nigérian. Union africaine, CEDEAO,
et l'Organisation internationale de la francophonie. Toutes ces organisations ont apprécié l'élection présidentielle et législative. Sur le fichier électoral, dont la fiabilité avait été confirmée par l'audit conduit par l'OIF et la CEDEAO sur la réalité du consensus politique. La campagne électorale s'est déroulée de manière paisible et dans le